Bonjour à tous et bienvenue dans la jungle de Story Jungle pour un nouveau live donc sur l'univers des contenus, les marchés, enfin ce qui se passe, les tendances dans l'univers des contenus. On est en live presque tous les jeudis. C'est pas tout à fait exact, mais on est en live souvent. Et aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle avec mes invités. Bonjour Jérôme. Bonjour. Jérôme Ouabian, donc tu es CEO de Spirops. Spirops, c'est un labo tu me diras comment tu te définis, mais c'est donc une entreprise donc dédiée à l'intelligence artificielle. Et tu bosses notamment sur le passage des foules dans les parcs de Disney, les trains autonomes pour la SNCF, les voitures autonomes pour Stellantis PSA, enfin l'ancien PSA. Donc, tu connais bien le sujet. Toi, tu travailles vraiment dans le développement de solutions d'intelligence artificielle. Et Benoît Raphaël. Bonjour, Benoît. Bonjour. Et toi, Benoît, tu me diras si je dis bien les choses. Donc, tu es donc CEO de Flint. Flint, c'est une newsletter dopée à l'intelligence artificielle et à l'intelligence collective. Enfin, c'est une newsletter. C'est une solution de newsletter avec l'intelligence artificielle pour aller rechercher des sujets pertinents qu'on veut trouver dans la newsletter. C'est bien ça? Oui, on fait de la veille d'infos dopée à l'intelligence artificielle de façon personnalisée et simplifiée. Bon, et donc, on va parler d'intelligence artificielle générative. Et bonjour à tous. Bonjour Estelle. Voilà, ça s'affiche pas. Bonjour Raymond. Bonjour Valérie. Bonjour Sarah. Bonjour à tous. N'hésitez pas à poser vos questions. On va essayer d'avoir une discussion pendant à peu près 45 minutes, 1 heure. Et donc, évidemment, l'idée, c'est, donc n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions à Jérôme et à Benoît. Alors, moi, je propose d'abord d'essayer de définir un petit peu les termes. Jérôme, on a vu arriver donc ChatGPT, enfin, qui a donc débarqué en novembre 2022, il y a maintenant 4 ou 5 mois. Et donc, évidemment, ça a été perçu comme peut-être une révolution. Moi, j'ai 2 questions. C'est d'abord, qu'est-ce qui a fait que cette technologie particulièrement était différente de ce qui pouvait exister jusqu'à présent? Pourquoi, en fait, on assiste en fait à potentiellement un basculement? Moi, je me rappelle, tu as peut-être changé d'avis, c'est une question que je te pose d'ailleurs, quand j'avais discuté avec toi donc, en fin d'année dernière, tu me disais le 30 novembre 2022, c'est une date qui va rester dans l'histoire de l'humanité. Et depuis, Bill Gates a dit qu'il était d'accord avec toi, parce qu'il disait que c'est la plus grande révolution industrielle depuis les années 80. Il faisait référence, bien sûr, à l'avènement de Windows. Moi, oui. Qu'est-ce qui différencie en fait cette techno et qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative? Alors, oui, enfin, déjà en introduction, moi, c'est pas mon champ de recherche. J'expliquerai éventuellement plus tard, mais Ouais. je fais pas ce genre de développement, donc je suis pas un expert qui va vous permettre de dire exactement techniquement est-ce qu'il y a eu des avancées technologiques ou non à travers ChatGPT. D'ailleurs, j'ai écouté Yann Lequin il y a pas très longtemps qui prétendait que non. Il disait qu'il y avait aucune évolution, que c'était juste Ouais. de la belle ingénierie, etc. Donc, Moi, l'ingénieur spécialiste en intelligence artificielle qui avait été recruté par Facebook, donc il est français, recruté par Facebook, et je crois, il est d'ailleurs situé à Grenoble, là où tu te trouves actuellement, d'ailleurs, Benoît. bon, et en fait, je suis pas complètement d'accord avec lui. Lui, il a une vision technique de quels algorithmes, enfin quelle technologie a été développée récemment, et il va prétendre que ChatGPT n'a rien de nouveau. Et après, une fois que tu as des outils d'ingénierie, tu peux construire quelque chose. Et ChatGPT est un outil, un très bel outil. Que savoir s'il a été fait avec des nouveaux outils ou pas, c'est pas pour moi primordial. C'est comme les mathématiques, c'est pas parce que on peut faire des super calculs sans réinventer l'addition et la soustraction. Donc moi je trouve que ChatGPT est vraiment un résultat révolutionnaire et surtout à une vitesse de développement exponentielle. Si on regarde les concurrents de ChatGPT ou même GPT-3, ne serait-ce qu'un an avant ou 6 mois avant, personnellement je trouvais ça complètement, enfin je trouvais ça pas extraordinaire, alors que ChatGPT est vraiment un outil extrêmement nouveau qui va très très rapidement changer les usages et avoir un impact très important sur plein d'industries.
Alors, moi, j'en profite d'ailleurs pour poser la question, enfin, dans le chat, parce que en fait, ce qu'on voit sur LinkedIn, c'est que on a un petit peu les enthousiastes, peut-être les 2 tiers, je sais pas, et on a les sceptiques sur LinkedIn. Ils disent non, finalement, c'est pas si révolutionnaire que ça. Donc, j'aimerais bien que vous répondiez, vous, à la question qu'on essaie de poser en fait dans ce live. Est-ce que ça va être un Big Bang dans l'univers des contenus, oui ou non? Donc, n'hésitez pas à dire oui ou non dans le chat et éventuellement à nous dire pourquoi vous le pensez. Benoît, comment toi tu as vu, donc tu travailles aussi dans l'intelligence artificielle, tu as une solution dopée à l'intelligence artificielle, je peux dire, comment tu as vu débarquer, comment tu as perçu l'arrivée de ChatGPT sur le marché? Bah, je crois que, effectivement, si on se place du point de vue de Yann Lequin, qui est un chercheur, hein, à la base, Ouais. donc effectivement, les technologies sur lesquelles s'appuie l'intelligence artificielle, qui sont notamment ce qu'on appelle les embeddings, donc la capacité de mettre des vecteurs, autour des mots, ce qu'on appelle, ce qui permet aussi, en fait, aux robots d'arriver à comprendre le contexte, et cetera. Donc toutes ces technologies-là qui ont été parfois d'ailleurs inventées par Google, notamment pour un certain nombre d'entre elles, ne sont pas complètement nouvelles. GPT existe depuis longtemps, GPT-2, puis GPT-3. Là, on est sur la version GPT-3.5, qui d'ailleurs a rajouté une surcouche qui n'est pas forcément une innovation technologique, mais plutôt une surcouche qu'on appelle de renforcement, c'est-à-dire que des humains, principalement situés au Kenya d'ailleurs, ça fait suffisamment scandale lorsque le Time en a parlé, des gens qui viennent surentraîner l'IA pour lui dire, bah là tu t'es trompé, et là il faudrait répondre comme ça. Donc cette surcouche-là, c'est d'ailleurs celle qui, à mon avis, est celle qui a été renforcée encore sur GPT-4, qui du coup lui amène une dimension déjà supérieure, puisqu'on utilise ces mêmes outils qui sont les grands modèles de langage, on va les affiner, on va les rendre plus ronds, plus utilisables par l'utilisateur avec cette surcouche d'entraînement, et ensuite on rajoute dessus une interface et qui, elle, va permettre un usage très grand public, puisque quand on a plus de 100 millions de personnes qui le premier mois l'utilisent, c'est-à-dire plus que TikTok, la vraie révolution, elle est dans les usages. À partir du moment où tout le monde l'utilise, tout le monde l'implémente ensuite et crée des outils à partir de ça, là, on rentre dans une évolution complexe, hein, dans laquelle on va avoir ce qu'on appelle des émergences, donc des événements qui vont apparaître et qu'on n'a pas forcément prévus. Je donne un exemple qui montre l'évolution, parce qu'on parle de ChatGPT, mais il y a plein d'autres outils qui existent et qui sont en parallèle. Une plateforme open source qui s'appelle AutoGPT, que je vous invite à regarder très avec beaucoup d'attention. Nous, on est en train de travailler dessus et d'imaginer des modèles pour Flint. C'est un modèle d'IA autonome, c'est-à-dire qu'on a branché du code qui se connecte à GPT-4 et GPT-3.5 et qui a deux nouveautés. Elle est capable d'abord de planifier, on lui demande de résoudre un problème, elle va planifier ce qu'elle doit faire et elle va aller sur Internet chercher des données, donc par exemple faire une étude de marché. Et puis ensuite, une fois qu'elle a fait son étude de marché, elle va re-raisonner, elle va améliorer son propre code, et ensuite elle va retenir tout ce qu'elle apprend, elle va le retenir et le mettre dans des fichiers. Et ensuite, et son objectif, et les règles qu'on lui a données, c'est qu'il n'y a aucune intervention humaine, elle est complètement autonome. Quand on a déjà des applications donc, qui viennent en fait de l'arrivée de ChatGPT, qui sont développées comme ça, sans qu'on puisse avoir aucune idée de ce que ça va donner dans quelques mois, je crois qu'on peut avoir une idée du changement de paradigme qu'a apporté ChatGPT, mais je crois que ce n'est pas une révolution en termes de recherche scientifique, c'est une révolution dans les usages, mais de la même manière, lorsque l'iPhone est arrivé, tout le monde a dit, bah oui, c'est pas nouveau, ah oui, d'accord, mais par contre, c'est tellement bien utilisé que ça a explosé en termes d'usage. Il y a eu toute l'économie autour des applications qui est née, donc je crois que c'est vraiment sous cet angle-là qu'il faut regarder les choses. Oui, et en préparant ce live, Jérôme, tu me disais quelque chose d'assez similaire. En fait, finalement, on reproche à ChatGPT de ne pas être complètement exact parce que ChatGPT s'appuie, si on parle de cette techno, mais les autres aussi, sur en fait, finalement, des données, et ils prennent tout, finalement, et dans le tout, il y a aussi des données qui sont incorrectes. On va y revenir d'ailleurs dans ce live. Mais au fond, finalement, le sujet, comme tu le disais, Benoît, à l'instant, n'est pas tellement de regarder ce que ChatGPT fait mal, c'est ce que tu me disais ce matin, Jérôme,
mais de regarder ce que ChatGPT fait bien. Et en fait, la rupture Ouais. dans les capacités d'usage. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Je pense qu'il faut regarder ce que ChatGPT Alors, fait mal, clairement, parce que le vrai problème qu'il y a autour de cette hype, hein, c'est-à-dire ce buzz autour de l'intelligence artificielle, et notamment le moratoire qui a été lancé par Elon Musk pour faire une pause, pour qu'ensuite, juste après, il se on va y mette à revenir. investir massivement dans l'intelligence artificielle, on voit bien que ça crée une image qui est fausse, qui est de celle d'une intelligence intelligente. Elle n'est pas intelligente, elle est performante, c'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre intelligence et performance. Du coup, on finit par lui faire confiance. Donc, faut bien rappeler que ChatGPT se trompe 3 à 4 fois sur 10 dans ses réponses. Alors, on va y revenir. On va y revenir. En fait, l'idée, c'est de regarder un petit peu comment le marché des contenus est déjà impacté par l'intelligence artificielle, regarder générative, regarder les problèmes que ça pose. Et donc, on va y revenir. On va reparler notamment du moratoire qui est souhaité par Elon Musk et compagnie, 1000 signataires. On va y revenir. L'interdiction par l'Italie, etc., etc. Et ensuite, regarder, tresser un petit peu des perspectives sur ce qui peut se passer après. Mais peut-être, Jérôme, sur cet aspect-là, qui est l'aspect potentiellement, qui est la question qu'on pose, hein. Alors, on l'applique à l'univers des contenus, mais plus généralement, Big Bang ou pas Big Bang. Voilà, moi j'ai pas exactement le même point de vue que Benoît, mais c'est très bien. Ce que je trouve extraordinaire dans ChatGPT, c'est déjà à quelle vitesse les gens arrivent à le prendre en main, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun apprentissage, et surtout le nombre hallucinant de nouveaux usages qui apparaissent tous les jours. Moi, quand j'y suis autour de moi, bien évidemment, il y a des ingénieurs, etc., intéressés par le domaine qui l'ont testé, mais il y a n'importe qui. J'ai eu une amie qui aide ses enfants à faire ses devoirs avec, j'ai une autre qui crée des scénarios, qui écrit des rapports, qui écrit des demandes de subventions, qui aide à faire du code, qui aide à inventer des histoires. Les usages sont quasi infinis. On a l'impression de voir quelque chose qui est complètement révolutionnaire, qui m'aide tous les jours. Moi, il y a un truc fou, c'est que j'utilise maintenant quasiment, ou même plus, ChatGPT que je n'utilise Google. Et au départ, quand je n'étais pas abonné, il arrivait que ChatGPT soit en panne, enfin où il y ait trop de personnes qui soient dessus, et j'étais complètement frustré. Je me disais, mais comment je vais faire? J'ai plus de ChatGPT, alors que ça faisait une semaine que je l'avais découvert. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire qu'il faudrait surtout pas essayer de nier. Alors forcément, il y a plein de choses qui ne marchent pas, plein de fois ils se trompent, etc. Mais c'est pas grave, hein. Quand je pose 3 questions, il y en a déjà 2 sur 3 qui sont bonnes, alors qu'autrement, il m'aurait fallu 3 heures de recherche sur Internet, le gain, il est immédiat. Voilà, mais après, il faut voir effectivement comment on l'utilise et ça, c'est peut-être, on va en parler justement dans la deuxième partie. N'hésitez pas, hein, parce que vous voyez qu'on n'a pas forcément les mêmes avis. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis, vous, sur effectivement le côté révolutionnaire ou pas, ne serait-ce que dans les usages. Peut-être on peut commencer par la première partie, en fait, regarder un petit peu ce qui se passe dans l'univers des contenus déjà aujourd'hui. Alors, un petit peu dans le désordre, peut-être je vais te poser la question à toi, Benoît. Mais on voit donc on voit arriver bon, d'abord ChatGPT est en train de se connecter notamment à Internet avec à un certain nombre de sites. Par exemple, aujourd'hui, il va être possible de prendre des billets, enfin de dire à ChatGPT, trouve-moi des billets d'avion pour partir les moins chers possibles pour partir de tel endroit, aller à tel endroit, passer par tel endroit, etc., etc. Donc il y a quand même dans la recherche beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Donc Bard, le produit de Google, va sortir. Il est déjà en fait il est déjà en fait accessible aux États-Unis et je crois au UK et plutôt accessible en fait à des chercheurs. Tu m'as dit, Jérôme, que tu l'avais testé, tu avais pu le tester. Oui, brièvement. Tu m'en diras un mot. Et puis, alors ça, c'est dans le secteur, je dirais, de la recherche au sens large, mais évidemment, dans les contenus plus généralement, il y a aussi, enfin plus précisément, il y a aussi tout ce qui est en train de se passer autour de l'image avec Midjourney, avec d'ailleurs Adobe qui a sorti une solution un peu concurrente. Donc, on voit que tous les grands acteurs s'y mettent et on a vu sur LinkedIn toutes les images qu'on a pu voir passer donc, récemment. Voilà, donc, et ça, c'est pour ne citer que quelques exemples. Sur LinkedIn, typiquement,
LinkedIn est une propriété de Microsoft. Microsoft a passé un accord avec OpenAI, la société éditrice de ChatGPT, et comme LinkedIn commence à intégrer des fonctionnalités, par exemple pour booster votre CV, pour booster votre recherche d'emploi, grâce notamment à ChatGPT. Donc, quel est donc à toi, Benoît, qui est journaliste, donc qui est dans le secteur depuis toujours, quel est ton regard sur ce qui est en train d'être changé, ce qui est bousculé profondément et ce qui est peut-être un petit peu moins aujourd'hui? Ça reste toujours évidemment dans les usages. Moi, j'ai tendance à. Il y a deux visions, hein. Soit on estime que c'est un équivalent de l'humain et qu'il a son propre raisonnement, son intelligence. Et dans ce cas-là, il suffit de lui poser une question pour qu'il nous donne une réponse. Et là, on risque de se tromper, parce que d'abord, il est très consensuel quand on lui pose simplement une question. Par contre, quand on apprend à le manipuler, on est capable d'avoir des résultats beaucoup plus performants, donc c'est-à-dire en maîtrisant ce qu'on appelle les instructions, donc le prompt, par exemple. Alors, il y a une question justement de Yaxi, justement, c'est un peu sur ce sujet, c'est pour ça que je me permets de t'interrompre, c'est est-ce que c'est une pensée critique? Alors, comment en fait se fait la sélection des données? Est-ce que c'est les données les plus citées qui vont finalement apparaître? Comment se fait la hiérarchisation des contenus? Eh bien, d'abord, moi je le compare très souvent à un appareil photo. Et donc un appareil photo, il comprend pas l'image, par contre, il est capable de faire des super images. Et si tu sais pas maîtriser un appareil photo, eh bien, tu vas faire des images pourries. Donc au départ, quand tu vas voir ton Leica, tu dis ouais, c'est génial. Et puis quand tu vas commencer à l'utiliser, tu dis ah, bof, finalement, il fait des photos un peu consensuelles. Et par contre, quand tu apprends vraiment à comprendre les limites de l'appareil, parce que chaque appareil a ses limites, chaque instrument a ses limites, et les limites, eh ben, du coup, tu peux arriver à faire des choses extraordinaires. Les limites de ChatGPT, c'est parce qu'il est ce qu'on appelle, alors ce que Emily Bender, qui est une des chercheuses qui a beaucoup travaillé sur le traitement automatique des langues et qui a théorisé en fait les limites de ces grands modèles de langage, elle appelle ça le perroquet stochastique. Perroquet stochastique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il a une approche probabiliste, c'est-à-dire qu'il va essayer d'imaginer la suite des mots, et ensuite il va imaginer la suite des mots qu'il a ensuite écrits, et ainsi de suite. Alors l'apprentissage par renforcement va faire qu'on ne part pas dans le délire total de l'improvisation, de la probabilité de la suite de mots, parce qu'on va essayer de l'encadrer, mais globalement, on reste quand même sur une approche qui est prédiction du contenu le plus pertinent, et une approche aléatoire, puisque vous avez remarqué, si vous mettez le même prompt, il ne va pas vous répondre la même chose, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, ce n'est pas lié simplement au fait que les données sont mauvaises, c'est parce que son approche des données est probabiliste. Donc du coup, il peut donner une mauvaise réponse une fois et une bonne réponse une autre fois. Et encore une fois, ça dépend aussi de la qualité du prompt, même si ces grands modèles embarquent aussi tous les biais cognitifs que l'on peut avoir, comme le sexisme par exemple, puisque les données ont été essentiellement rentrées par des humains. Donc une fois qu'on a compris que c'est un instrument, eh bien, et qu'on a compris que ce n'était pas un ami, c'est pas un être humain, il ne raisonne pas, il n'a pas d'intelligence. Par contre, il est très performant pour prédire des textes de grande qualité. Et plus on va apprendre à maîtriser l'ingénierie du prompt, je parle plutôt d'ingénierie d'ailleurs que d'art du prompt. Moi, j'ai mon associé qui m'a dit, pour moi, ChatGPT, c'est du code. Et en fait, il code maintenant en langage naturel et il mélange du Python avec du code. Et pour lui, c'est la même chose. Et une fois qu'on a compris ça, eh ben, on a compris que, par exemple, juste un exemple, je lui demande de faire un prompt mid-journée. Je me suis amusé à faire ça ce matin. Alors, évidemment, il ne connaît pas Midjourney parce que il n'a pas de connaissances avant 2021. Donc, Ouais. je lui demande de faire un prompt pour une IA générative, il me fait n'importe quoi. Bon. Du coup, ce que je fais, c'est que je suis allé voir les meilleurs prompteurs Midjourney, j'ai regardé la structure, et j'apprends au robot, qui est comme, du coup, que je considère un peu comme un étudiant, c'est-à-dire qu'il a la tête bien faite, mais par contre, il ne connaît rien à la vie. Et je lui dis, voilà, un prompt Midjourney, pour moi, c'est ça. C'est une instruction pour une IA générative pour générer des images. Voici la structure, voici un exemple. Et ensuite, je lui demande de répéter. Est-ce que tu as bien compris? Donc, et maintenant, donne-moi un exemple de prompt en suivant la structure que je t'ai donnée. Et là, il est relativement bon. Et à ce moment-là, je peux lui dire, maintenant, fais-moi un prompt mid-journée qui va suivre cette structure-là. Et là, le résultat est extraordinaire. Donc, on voit bien qu'il y a quand même eu un travail où moi, j'ai programmé, entre guillemets, hein, c'est une forme de programmation, on va dire, en langage naturel. Donc, elle a sa part de hasard, en fait, je dirais. Je l'ai programmé pour petit à petit lui permettre d'avoir un meilleur résultat, exactement comme je configurerais un outil. Il ne faut pas faire confiance au marteau, c'est ce que je dis toujours, il faut faire confiance à la personne qui tient le marteau, et c'est toute la différence. Moi, je voulais revenir sur la pensée critique de tout à l'heure. Ouais. En fait, en discutant avec des journalistes
autour d'un verre à propos de ChatGPT qui était un petit peu réticent et qui disait, quand on leur demandait si ChatGPT allait les remplacer, etc., parce que c'est un sujet qui revient souvent, il revenait en disant c'est quelque chose de niveau d'un élève de troisième, etc. Mais surtout, il disait, en plus, il n'y a pas d'angle. C'est-à-dire, quand on va lui demander de parler d'un sujet, il ne va pas y avoir d'angle. Et c'est vrai que pour un journaliste, c'est vraiment embêtant, il voit ça. Mais moi, de mon côté, quand je demande une information, est-ce qu'au final, c'est une vraie question, est-ce qu'au final, le fait de ne pas avoir d'angle, c'est pas ce que je souhaiterais? Quand je vais sur un article de Wikipédia, j'ai envie d'avoir l'information Wikipédia, j'ai pas envie qu'elle soit dans un angle. Là, si aujourd'hui je veux avoir des informations sur l'âge de départ aux retraites, si je lis Libération ou si je lis Le Figaro, je vais avoir des avis complètement contradictoires qui vont être biaisés, où je sais bien que l'orientation des journalistes va faire qu'il n'y aura pas toutes les idées ne vont pas être complètement étalées avec la même valeur. Alors qu'avec ChatGPT, j'ai déjà essayé plein de fois de poser des questions sur des sujets polémiques. C'est assez chouette de le voir mesurer le pour et le contre, faire l'équivalent de ce qu'on faisait à l'école, thèse, antithèse et pas vraiment de synthèse. Mais ça, c'est une question finalement. Est-ce que c'est pas souhaitable de pouvoir avoir des endroits où on peut avoir des articles neutres plutôt que d'avoir des articles orientés. Pardon. Oui, alors moi, je nuancerais ce que tu dis parce que d'abord, il est forcément orienté parce qu'il y a justement cet apprentissage par renforcement, cette surcouche, hein, qui pour moi est une surcouche culturelle et idéologique. D'ailleurs, Elon Musk s'en est suffisamment fâché puisqu'il estime que finalement c'est un repère de wokistes OpenAI, donc OpenAI qui est le fondateur en fait de ChatGPT. Demandez-lui par exemple une question sur le genre, il va vous dire que le genre est une construction sociale. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord, peu importe, mais en tout cas, on voit bien qu'ils ont rajouté une surcouche de façon à l'arrondir dans ses réponses pour éviter aussi les fake news ou en tout cas des propos racistes, etc. Donc il y a bien une surcouche qui est un peu idéologique. Donc c'est jamais neutre. De toute façon, la technologie n'est pas neutre fondamentalement. Elle est toujours infusée des biais. La différence, c'est que là, elle s'infuse aussi des biais qu'on va lui mettre. Sur l'esprit critique, moi, je trouve qu'il a forcément des retours consensuels parce que si vous lui posez une question simple, il va vous donner globalement, entre guillemets, hein, c'est pas du tout ça, mais la meilleure moyenne de ce qui lui semble le plus correct dans la prédiction du meilleur contenu qu'il va pouvoir vous donner. Si par contre vous le guidez bien, et moi par exemple, je lui fais faire un exercice d'esprit critique, c'est-à-dire que j'ai pris l'article de Noam Chomsky, donc, qui est très agressif contre ChatGPT, qui explique que c'est n'importe quoi et que c'est limite la fin de l'humanité, et Bill Gates, qui lui, par contre, on est dans la génération waouh, c'est extraordinaire, c'est un changement de paradigme, etc., etc. Aussi bien que Windows. Pardon ? Aussi bien que Windows. Mais d'ailleurs, en fait, il explique c'était ce qui est rigolo d'ailleurs dans son article, c'est qu'il explique qu'il y a eu deux révolutions dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu Windows, c'est-à-dire l'interface graphique, et ChatGPT, donc bravo. Mais donc je lui ai fait lire les deux articles et je lui ai demandé donc les mémoriser parce que c'était assez long, donc je les ai rentrés en plusieurs fois. Et ensuite, je lui ai demandé de me faire une analyse critique de ces articles-là. Et je lui ai demandé deux choses. Je lui ai dit déjà, analyse les biais cognitifs de chaque article. Deux, tu vas ensuite analyser les angles morts, c'est-à-dire quels sujets que l'auteur évite et ne voit pas. Trois, tu vas ensuite me faire une analyse dans un tableau, donc il m'a créé un tableau des faits et des opinions, donc des faits vérifiables et des opinions contenues dans l'article. Et je t'assure que là, j'ai une grille de lecture de l'article qui est extraordinaire parce qu'il m'a montré, alors évidemment, le plus biaisé, c'est Noam Chomsky, le plus biaisé politiquement, l'autre, il est juste enthousiaste. Et c'est pas les mêmes biais. Et ensuite, fait vérifiable opinion, du coup, il a défoncé aussi Noam Chomsky comme Bill Gates en disant bah oui, mais là, tout ce qu'il dit, c'est pas vérifiable. Ça, c'est une opinion. Donc, il y a beaucoup d'opinions et très peu de faits. Et ensuite, et pour un journaliste, ça veut dire quoi? D'abord, pour un lecteur, c'est super intéressant, mais pour un journaliste qui va travailler sur un sujet, ça veut dire que moi, je travaille sur un sujet, et souvent, j'ai pas le temps en tant que journaliste parce qu'on a plein de trucs à faire, etc. Donc, déjà, le robot, il est capable de dire tiens, là, dans les notes que tu as prises, eh bien, là, il y a des choses que tu n'as pas vues. Il y a des choses que tu n'as pas regardées. Peut-être que tu n'es pas allé voir aussi cet autre angle de vue. Tu devrais peut-être aller voir quelqu'un qui peut t'apporter une opinion différente. Et ensuite, dans un document que tu vas regarder, eh bien, ça te permet d'identifier ça. Donc, tu peux travailler ton esprit critique en utilisant ChatGPT. Voilà. Et on a, je crois, d'ailleurs Faustine qui nous dit cela veut dire que les prompts peuvent, on peut les travailler de façon avec des personnages
en choisissant les personas afin de pousser des données antagonistes. Moi, je reviens juste sur donc le commentaire de Corinne aussi qui va un peu peut-être dans le sens de ce que vous dites, hein. Donc, j'ai testé en tant que journaliste médical. C'est pas très concluant. Les données sont souvent obsolètes et peu fiables. En revanche, sur des fonctions de reformulation, c'est très intéressant. Donc, Oui, là encore, là-dessus, je ne lancerai pas, mais c'est en fait, d'abord, il y a plusieurs choses. C'est que, d'abord, ça dépend effectivement des données qu'on lui donne. Donc, effectivement, si on l'utilise pour fine-tuner, c'est-à-dire pour améliorer des données qu'on lui apporte. Donc, par exemple, je suis journaliste médical, je lui donne mes notes, et là, je lui demande de reformuler ou d'en faire un article. Là, il va être assez bon. ChatGPT est plutôt bon en général sur les données scientifiques, puisqu'en tout cas, c'est ce que dit OpenAI, il se trompe 2 fois sur 10. On va dire c'est entre 2 et 4 fois sur 10. Mais en même temps, ça dépend aussi du contexte qu'on lui donne. Si par exemple vous le mettez dans un personnage qui va plutôt être provocateur ou un journaliste humoristique par exemple, ou sur un autre sujet, il va aller prédire des données pas de la même manière que si vous le mettez dans un rôle beaucoup plus scientifique. Donc le contexte dans lequel on lui pose la question et dans lequel on va le guider peut aussi orienter la fiabilité des réponses. Alors, une question pour Jérôme. On a donc Estelle qui nous dit voilà, l'IA est un véritable Big Bang dans de nombreux domaines, et notamment les voix de synthèse. On ne l'a pas évoqué, on a parlé effectivement des images, du texte, mais il se passe aussi pas mal de choses dans le secteur de la voix. Je pense notamment à un article du Monde récent où effectivement le Monde avait reconstitué avec l'intelligence artificielle la voix du général de Gaulle sur l'appel du 18 juin. Donc, au point de bientôt remplacer tous les comédiens en voix off en un clic. La question, c'est la suivante, c'est globalement, donc, effectivement, les bots de conversationnels sont révolutionnés, la création d'images est révolutionnée, la voix aussi. Je me rappelle une discussion qu'on avait eue ensemble. Tu disais, il y a quelques années, l'intelligence artificielle, c'est une morne vallée où il se passait, où chacun bossait un petit peu dans son coin. Et puis tout d'un coup, il y a des météorites maintenant qui tombent un peu partout dans des secteurs et qui révolutionnent tout. Donc, est-ce que tu vois d'abord d'autres secteurs qui risquent d'être révolutionnés bientôt et comment tu analyses effectivement voilà, ce fait? Alors, attends, parce que là, il y a plein de questions dans une seule. Déjà, là, quand je vois le message que tu as posté, souvent on parle de remplacer et on est en train de juger ChatGPT pour savoir, ou des générateurs d'images ou des générateurs de sons, pour voir s'ils sont capables de remplacer entièrement un artiste ou je ne sais quoi. Moi, je pense que la question ne doit pas se poser comme ça. Elle doit se poser dans à quel point il facilite le travail des artistes, etc. Et si un travail d'artiste, je vais simplifier, si un artiste travaille 2 fois plus vite, étant donné qu'on ne va pas forcément avoir besoin de 2 fois plus de dessins, on aura peut-être besoin du coup de 2 fois moins d'artistes. Ah, ils sont pas toujours d'accord parce que les images de Midjourney sont aussi créées sur la base de photos prises dans des Oui, sur les- je suis d'accord, mais ça c'est un débat philosophique. Est-ce que les mêmes artistes n'ont pas été inspirés eux-mêmes par d'autres artistes auparavant, etc. Bon, c'est une question qui est un peu plus large. Ce que je veux juste dire, c'est que si on se dit, tant que ChatGPT ne sera pas, ou n'importe quelle IA ne sera pas capable de faire exactement aussi bien qu'un humain, elle n'arrivera pas à remplacer le métier en question, je pense qu'il est faux. À partir du moment où ça accélère ce métier, d'office, si je ne sais pas quoi, un avocat travaille 2 fois plus vite, il y aura besoin de 2 fois moins d'avocats, si un juriste, et ainsi de suite. Moi, en tant que programmeur, si je programme 2 fois plus vite, j'aurais peut-être besoin de 2 fois moins de personnes. Et comme ChatGPT, quelle que soit sa qualité, travaille dans ChatGPT et où les différentes IA, dans de nombreux domaines, ça ne va pas être d'un seul coup, ah zut, les avocats vont devoir réduire de 10% leur nombre de salariés. C'est quasiment l'intégralité des métiers occidentaux qui sont dans le tertiaire qui peuvent être impactés par cette technologie quasiment du jour au lendemain. Là en 6 mois, on va pouvoir avoir une par exemple. transformation majeure. Et moi, même dans mon domaine, moi, je fais de la recherche en IA. J'ai plusieurs piliers de recherche. Et un des piliers de recherche, c'était le langage.
bon, il y avait personne, les gens ne faisaient pas de trucs extraordinaires. Il y avait ce qu'on appelait des chatbots, mais qui répondaient un peu « Salut, ça va, comment ça va ?» mais des trucs avec lesquels on pouvait vraiment interagir et qui étaient capables de comprendre directement du français dans le texte et générer du français d'extrêmement bonne qualité. Il n'y avait pas grand-chose. Et là, comme on dit, la météorite, pouf, il y a ChatGPT et des équivalents qui sont arrivés du jour au lendemain. Et ça, c'est quasiment un domaine de recherche qui va être bloqué pour moi. C'est plus possible de réussir avec une petite entreprise de concurrencer un tel météorite. Et ça, bon, il y a plein d'autres domaines qui vont Alors, être impactés. on va reparler après des perspectives et de ce qui nous attend. Peut-être passons à la deuxième partie, alors justement, donc, sur évidemment les enjeux que posent en fait ces technologies. Alors, prenons par exemple l'exemple de Midjourney, parce qu'on a commencé à en parler, et puis je vois que donc, on a des commentaires effectivement sur le sujet dans le chat. Donc voilà, pour le coup, je trouve qu'il y a une réelle frustration sur Midjourney parfois dans la création. Il ne remplace pas, il permet de s'enrichir en sourcing, en créativité, en complément d'un Pinterest par exemple. Bon, on voit quand même que donc des médias ont décidé d'utiliser, alors de ne pas utiliser ChatGPT. On a vu par exemple le Figaro qui avait posté en fait une image, enfin un article avec une image générée par Midjourney. Bon, ils ont décidé de finalement ne plus le faire à l'avenir. Certains médias comme le groupe Sopress l'utilise avec parcimonie. D'autres, BuzzFeed s'est fait prendre effectivement en flagrant délit d'usage. Quel sujet ça pose? Alors, ça pose des sujets sur les droits d'auteur, et puis on a vu une conversation sur laquelle tu rebondissais, Benoît, récemment, avec le patron de Midjourney qui effectivement, des journalistes avaient remarqué qu'on ne pouvait pas caricaturer Xi Jinping avec Midjourney. Donc ça pose un problème de qui s'occupe de la censure. Et globalement, quels sont les enjeux, selon vous, posés par ces technologies, au point que certains, donc un millier de chercheurs dans le secteur, ont, donc avec Elon Musk en tête, le cofondateur d'Apple, etc., ont rédigé une tribune souhaitant une pause dans le développement de l'intelligence artificielle générative. Alors, là, il y a 40 questions. D'accord. Je ne sais pas par quoi il faut commencer. Si tu parles de Midjourney, Allez, parlons de la pause, déjà, pour commencer. Et moi, je pense que c'est les deux sujets qui pause, elle est m'intéressent, déjà et la pause. ouais, la pause, donc il s'agit donc du moratoire qui a été demandé par un millier de personnes, dont des chercheurs, dont certains qui sont prestigieux, comme Yoshua Bengio, par exemple, donc qui Ouais. a eu le prix Turing avec Yann Lequin. Yann Lequin a refusé de la signer, et son collègue a accepté. Quelque part, elle pose des bonnes questions. Elle dit, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question, est-ce que ça va trop vite, est-ce qu'il faut ralentir ou pas, ou est-ce qu'il faut en tout cas se poser les questions de réglementation, d'encadrement, et surtout prévenir des risques, notamment de sécurité, qui sont liés au développement de ces intelligences artificielles. Je pense que le moratoire était un peu trop. Il a été critiqué parce qu'il donne cette image, en fait, il s'appuie un peu trop sur l'idée de cette image de l'intelligence artificielle générale vers laquelle irait GPT-4. Pour l'instant, sincèrement, on est dans la science-fiction, et en disant ça, ça pose un problème parce que ça fausse en fait le jeu, puisque le danger en fait de ces IA, c'est pas qu'elles sont trop intelligentes, c'est qu'elles sont trop stupides, et que justement elles sont très performantes. Encore une fois, ne confondons pas performance et intelligence. Un robot qui joue au Go, par exemple, et qui bat le champion du monde de Go, il est très con, il ne comprend pas le jeu de Go, il n'est pas capable de jouer aux échecs. Par contre, il est très performant et capable de battre un humain. Ce n'est pas la même chose. La performance n'équivaut pas à l'intelligence, c'est-à-dire à la compréhension, le bon sens, le raisonnement, etc. etc. Donc là-dessus, je pense que ce moratoire, il est obsolète. Le débat, maintenant, il est sur la place, et c'est plutôt bien. Il y a eu un vrai débat, quand même un peu agressif, mais en tout cas qui a permis de poser la question. Il y a des réflexions autour de l'AI Act européen, qui peut poser plein de questions. Est-ce qu'il faut freiner l'innovation? Est-ce que l'Europe ne peut servir qu'à ça? Ou est-ce qu'au contraire, elle peut faire un coup, comme elle l'a fait avec le RGPD, en servant de modèle pour inspirer les autres États? Donc voilà, je pense que ces questions-là sont posées. Maintenant, les risques liés à l'intelligence artificielle,
ils sont énormes. Pour Midjourney, j'ai vu qu'il y a une question là qui était posée. Est-ce que lorsqu'on utilise Midjourney, est-ce que c'est encore de la création originale? Exactement. Ça sont des questions qui sont de droit. Donc, je ne sais pas si les avocats vont être remplacés. Par contre, on va avoir besoin de beaucoup d'avocats dans les mois qui viennent pour régler ces problèmes-là qui sont extrêmement entremêlés, qui sont passionnants. Et pour la presse, je pense que ce sont de toute façon, d'un point de vue juridique, ce sont des problèmes qui sont inextricables. Par contre, pour la presse, ça s'est toujours résolu de la même manière. C'est-à-dire que vous avez un lobby de la presse qui va aller voir Google, OpenAI et Microsoft et qui vont leur dire, ben, écoutez, maintenant, ben, vous payez, sinon, en fait, ça va mal se passer. Et Google a payé. Là, ces nouvelles entreprises vont également payer. Donc, ça va se jouer à la négociation pour que les médias traditionnels puissent être payés pour avoir inspiré ces intelligences artificielles. Moi, je voulais dire juste un petit truc par rapport à RGPD, l'Europe, etc. Je ne suis pas certain, je suis même persuadé du contraire, que si un groupe géographique comme l'Europe décidait de ralentir l'intelligence artificielle ou les recherches dans ce domaine, le reste du monde les attendrait. Et je ne suis pas persuadé que ça... Enfin, je suis persuadé que ça tirera une balle dans le pied dans ceux qui mettront en place ce genre de limitation et qui vont juste se retrouver complètement dépassés vu la vitesse de la recherche. Et Ouais. ils risquent de déclasser extrêmement rapidement. Je pense que c'est une stratégie qui n'a aucun sens. En plus, qu'est-ce que ça veut dire arrêter la recherche pendant 6 mois? En Qu'est-ce fait, qui à va se passer de mieux dans 6 mois? l'interdiction, notamment par exemple par l'Italie. Il y a d'autres pays, hein, la Chine, la Russie, etc. Mais l'interdiction par l'Italie de ChatGPT. Il ne faut pas confondre. Hein. D'abord, les AI Act ne parlent pas d'interdiction. Ils parlent en fait de mesures. D'abord, il y a des pratiques qui sont interdites. Donc, qui seront interdites comme effectivement sur la reconnaissance faciale, sur l'utilisation d'images subliminales ou de messages subliminaux, etc. Donc, qui sont des pratiques interdites. La deuxième chose, c'est ça vise les pratiques d'intelligence artificielle à haut risque. Alors, il faut la définir évidemment à haut risque. Et pour ces entreprises à haut risque, donc ça ne concerne pas vraiment les PME, on va leur demander de la transparence, c'est-à-dire d'expliquer leurs algorithmes et de respecter un certain nombre de critères. Sinon, il y aura des amendes, évidemment. Et ça, l'Europe estime que ça coûtera à peu près 5% de l'investissement des entreprises. Donc, on est entre 200 et 500 millions d'euros qui seront donc ça peut freiner en tout cas l'innovation technologique. Ça ne freinera pas la recherche, puisque là, on est vraiment sur les entreprises. Hein. On n'est pas du tout sur la recherche. Est-ce que c'est un mal, est-ce que c'est un bien? Là, je pense que le débat est ouvert. Est-ce que l'Europe devrait faire ça ou pas? Je pense que le débat sur l'encadrement, il est même demandé par Facebook, il est demandé même par Yann Lequin, il est demandé aussi par Sam Altman. Donc, je pense que la question de l'encadrement sur des technologies qui sont potentiellement dangereuses, en tout cas qui pourraient être à risque, tout en n'oubliant pas que ces technologies quand même permettent d'énormes avancées sur la médecine, sur la conduite autonome demain. Enfin, elles vont régler énormément de problèmes. Je crois que ce débat il est là. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que l'Europe, qui a ce pouvoir de réglementer, parce que ça reste un marché important, l'Europe, et c'est comme ça qu'ils ont réussi avec le RGPD et le Digital Act à justement imposer des choses à Google, à Facebook, et ça a même poussé Facebook à basculer son siège de l'Irlande à la Californie pour échapper aux sanctions. Mais on voit bien que derrière, dans le monde, on s'en inspire. La question, c'est que pour que l'Europe reste un marché attractif et être capable de peser entre la Chine et les États-Unis, il va falloir qu'elle investisse beaucoup dans l'innovation. Et là-dessus, on n'y est pas du tout, puisque en termes Oui, parce que d'investissement dans l'intelligence artificielle, l'Europe, c'est un nain face à la Chine si on et aux voulait être États-Unis. taquin, on dirait voilà, les États-Unis innovent et l'Europe régule. C'est toujours un peu voilà. Ouais, c'est Après, papa, maman et les enfants. Ouais. donc il y a un petit peu, enfin, ça pose quand même un problème. Votre position, vous, alors peut-être ta position à toi, Benoît, sur Midjourney, les médias, parce que c'est une question qui est, enfin voilà, un point qui revient quand même pas mal dans le chat. Doivent-ils utiliser Midjourney? Bah oui. Ta position. Je comprends pas pourquoi les médias qui déjà ont des problèmes. Le vrai problème des médias, c'est leur modèle économique. Hein. C'est pas l'intelligence artificielle. Le premier Mmh. modèle des médias, quand Axel Springer annonce des licenciements en disant on va utiliser l'intelligence artificielle avec un peu de provocation, puis ensuite un petit peu de buzz médiatique autour d'un certain nombre de mots-clés. Le vrai problème derrière ce que fait Axel Springer, c'est le
problème de la fragilité financière de ces médias. C'est pas la première fois qu'on licencie des journalistes, qu'on licencie des postes qu'on estime être dépassés. Donc le vrai problème, il est là. Donc il ne faut pas non plus se tromper de problème. Et il ne faut pas que les médias se tirent 10 balles dans le pied. Enfin, c'est idiot. Donc si on peut utiliser Midjourney pour faire de belles illustrations de qualité plutôt que d'utiliser les mêmes photos qui sont faites parfois par Getty Images ou par d'autres photographes qui sont très standards et qu'on revoit toujours pareil sur les faits divers, sur la drogue par exemple, vous avez toujours le même truc avec le billet de 20 € sur un truc de farine, quoi. Donc on peut tout à fait imaginer d'autres choses. Donc encore une fois, il faut s'emparer de ces outils, qu'on soit contre ou qu'on soit pour pouvoir agir dans le domaine de l'intelligence artificielle, il faut être capable de maîtriser. En tout cas, on le voit, Midjourney est utilisé par certains copywriters sur LinkedIn avec des plutôt bons résultats, des taux d'engagement qui, selon eux, sont meilleurs parce que les images sortent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Je ne sais pas. Donc, il y a à suivre. On a un peu la même question sur la voix. Alors, on a Estelle qui nous dit rassurez-vous, nous sommes encore loin. Il existe encore de grands écarts entre la capacité d'une voix humaine et celle de créer une IA. Donc, un débat dans le chat justement sur effectivement, est-ce que ce ne sont pas des métiers les métiers, je dirais, d'acteurs qui disent les voix off vont pas être bousculés. Et moi, je voudrais peut-être qu'on fasse la transition sur justement ce qui peut se passer. Alors, on a notamment Valérie qui nous dit, voilà, les gains de productivité pourraient-ils nous permettre d'avoir plus de temps pour imaginer des tâches nouvelles et si oui, lesquelles Oui, d'abord sur répondre sur la voix, ce qu'on sait maintenant aujourd'hui, puisqu'encore une fois, les performances sont là, l'intelligence n'est pas là, sur la capacité de l'IA à reproduire des voix humaines, on n'en est pas loin, on est très très proche. On est très très proche. Donc il ne faut pas se rassurer en disant qu'on est loin. Moi, si j'étais une voix humaine, je négocierais mes droits pour utiliser ma voix dans l'intelligence artificielle. Non, mais je rigole pas. En fait, c'est Non, c'est clair. pas ça, je me suis planté dans le synthé, désolé. T'as dit quoi? Là, c'est bon, le synthé est bon. Le synthé est bon. Donc voilà, donc je pense qu'il faut plutôt maintenant, par contre, encore une fois, ces IA doivent être alimentées. Donc il faut les alimenter avec des images, il faut les alimenter avec du texte et les alimenter avec des voix. Et aujourd'hui, on les alimente avec des vidéos, parce qu'on n'a pas parlé des vidéos, mais enfin, ce que je commence à voir aujourd'hui est assez impressionnant. Donc il faut commencer tout de suite à négocier les droits pour utiliser sa propre voix. On peut être acteur, peut-être qu'on peut devenir acteur et faire en sorte que sa voix soit utilisée en standard dans énormément de systèmes d'IA et toucher des royalties à chaque fois que la voix est utilisée. Pourquoi pas? En tout cas, il faut prendre ça de façon très ferme, parce que se dire que c'est pas demain que l'IA remplacera les voix, c'est ce qu'on disait sur l'image il y a quelques années, et regarde avec Midjourney, c'est quand même maintenant assez compliqué de distinguer parfois une image du vrai du faux, même si on sait qu'il y a encore du mal à refaire les mains, mais je pense que la prochaine version de Midjourney aura résolu le problème. Mais il faut aussi voir quelle qualité de voix on veut. Hein. Si on veut faire des storyboards à partir de. Moi, je vais inventer une histoire, je me demande ChatGPT, je lui demande de m'aider à faire le pitch, je demande à Midjourney de me générer les images, et puis avec un autre algorithme de lire des textes. Ok, ça va être bien moins bien qu'un acteur, mais je vais avoir gagné énormément de temps, je vais avoir gagné énormément d'argent, j'aurai un résultat qui sera ce qui sera, mais est-ce que c'est pas déjà quelque chose qui peut mettre en danger un certain nombre de métiers? Moi, je vois une innovation dans le doublage, par exemple. Parce que, sincèrement, quand tu regardes des séries télé doublées en français, c'est l'enfer. Hein. Donc, par contre, imaginez la même voix que l'acteur, mais qui va doubler en fait son propre personnage avec l'intelligence artificielle, c'est par exemple une idée d'exploitation pour le cinéma. Alors, avant d'aller sur la perspective, hein, sur ce qui peut se passer, on va essayer de sortir un peu la boule de cristal. Peut-être une question quand même assez importante qui nous vient en fait de Mathieu, qui nous dit effectivement, on aura peut-être un jour un label fait sans IA. Jérôme, est-ce que aujourd'hui l'IA générative peut détecter des contenus générés par l'IA générative? En fait, à partir du moment où elle le peut, elle crée les conditions pour qu'ensuite on ne le puisse plus. Puisque si y a des gens qui se targuent de dire qu'ils ont trouvé un algorithme qui permet de détecter est-ce que ChatGPT a généré ce texte ou est-ce que cette image a été générée par Midjourney, il suffira de donner la règle à Midjourney pour qu'il modifie son image jusqu'à ce que ça réponde c'est pas toi qui l'as fait. Enfin, on se marche sur la queue.
Ouais. Oui, Benoît? là-dessus d'ailleurs, je crois qu'il y a une initiative qui avait été lancée il y a quelques années par Adobe et le New York Times, qui visait en fait à pouvoir rajouter des métadonnées en fait aux photos pour permettre d'identifier des photos qui avaient été retouchées. On va dire là, ça touche les photos retouchées, d'accord, mais enfin finalement, on pourrait imaginer ça vis-à-vis de l'IA, c'est-à-dire d'imposer aux plateformes, encore une fois, celles qui ne le feront pas, ben, le feront pas, et d'imposer aux plateformes de rajouter des métadonnées qui indiqueront l'auteur, l'origine en fait de la photo. Et pour répondre à la question qui dit effectivement peut-être qu'on aura un jour un label fait sans IA, en fait ceux qui ajouteront ces métadonnées qui seront transparents, ben, on pourra considérer que c'est bon, et puis ceux qui ne le mettront pas, on considérera que c'est faux. Je pense qu'en tout cas en termes d'esprit critique, on est dans un paradigme, un changement de paradigme assez intéressant, c'est que à partir d'aujourd'hui, je pense que toute photo que tu regardes sur Internet, par défaut, il faut se dire qu'elle est fausse. Oui, je trouve que c'est aussi quelque chose de très intéressant. Avant, on avait des photos qu'on ne questionnait pas et qui pouvaient être retouchées, qu'on savait qu'elles étaient mises dans un certain cadre, que le choix du cadre influençait énormément la sensation de la photo. Le fait de pouvoir se dire aujourd'hui, ben, n'importe quelle photo peut être fausse, est-ce que ça ne va pas encore mieux entraîner tout le monde à avoir un esprit plus critique sur ce qu'il voit? Est-ce que c'est pas positif? Alors, peut-être pour conclure la discussion, une question, si on sort la boule de cristal, qu'on se pose la question, quelles sont les, allez, 1, 2, peut-être 3 tendances que vous voyez, arriver ou vous pouvez deviner, et qui vont, donc, via donc, l'IA générative, bousculer encore davantage l'univers des contenus ou, plus généralement, en fait, le débat qu'on a est quand même assez sociétal aussi. Donc qu'est-ce que, selon vous, arrive et peut effectivement, bousculer? Qui veut commencer? Qu'est-ce qui arrive ou qu'est-ce qui va tout bousculer? Selon vous? Ouais. Qu'est-ce Ah, qui Si on fait un peu de prospective, parce que globalement, en fait, bon, on va pas se lancer ce débat-là tout de suite, parce que ça va être un peu compliqué, mais on voit que certains tirent un petit peu les lignes et se disent: «Voilà, donc on l'intelligence artificielle va arriver partout, va tout révolutionner, va couper, enfin, pas mal de métiers» et cetera et cetera. Peut-être, qu'est-ce que vous voyez, vous, comme signaux faibles, de secteurs ou qui peuvent être qui peuvent être, bougés, en fait, à court terme? Qui veut répondre? Qui veut se lancer? bah, moi, je vais jeter un pavé dans la mare. Je pense que les gens ont compris mon point de vue, mais pour moi, ce qui va disparaître extrêmement rapidement, c'est le travail, hein. Donc le futur très proche, c'est soit le salaire universel, soit la guerre civile. Enfin, Ah ça, oui. et de manière très 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 proche. J'arrive pas trop à comprendre qu'on soit en train de se soucier de à quel âge on va partir à la retraite, alors qu'on ne sait pas s'il va y avoir encore des métiers dans quelques années. Donc, est-ce qu'on ne se trompe pas de priorité? Donc tu penses que le débat est, dès maintenant, très politique? Oui, oui, oui. Moi, Très politique. je pense que ça va tellement vite qu'on va avoir tellement rapidement des gens qui n'auront pas de boulot que si dès aujourd'hui on n'y réfléchit pas, il va y avoir moins on va y réfléchir rapidement, plus ça va mettre du temps à ce qu'on fasse un virage idéologique. Et pendant tout ce temps-là, ben, tous ceux qui vont être sur le carreau, ça va être extrêmement difficile pour eux. Voilà. Big Bang, je ne sais pas, mais en tout cas, l'IA va être une véritable déferlante. Laura est pas très loin de penser la même chose. Là, tu vas très loin. Ton avis, Benoît, sur cette question? Là, c'est un débat qui est politique, donc je n'ai pas d'avis politique là-dessus. Est-ce qu'il faut un salaire universel ou pas? Mais en tout cas, Mais sur la euh, menace à court on terme, est dans un débat qui est celui de la révolution schumpeterienne, hein. Est-ce que l'innovation va détruire plus d'emplois qu'elle ne va en créer? Pour l'instant, ça a toujours été l'inverse. Donc, est-ce que là, on dit, bah, cette fois-ci, c'est différent, très bien, mais enfin, à chaque fois, on dit c'est différent. Je n'en sais rien pour l'instant. Ce que prévoit le World Economic Forum, c'est que d'ici 2025, il y aura 85 millions d'emplois détruits et 95 créés. Ça fait des années qu'on parle de ça, hein, le mouvement du ludisme au XVIIIe siècle, hein, c'est en Angleterre, les gens allaient détruire les métiers à tisser parce que les métiers à tisser allaient supprimer les tisseurs. Bon.
Donc, qu'est-ce qui va être créé en plus? Qu'est-ce qui va être détruit? Je n'en sais rien. Il y a beaucoup de métiers qui sont en train d'apparaître autour de l'IA. Donc, je pense que Oui, mais excuse-moi, je t'interromps, c'est un mais débat politique. ouais, mais c'est pas un débat politique. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des secteurs primaires, secondaires, tertiaires, et effectivement, quand on remplace les métiers à tisser, etc., les gens se réfugient vers toujours le même secteur, le secteur tertiaire. Moi, mon image que j'aime bien utiliser, c'est on est dans une île et il y a la montée des eaux. Bon, bah forcément, quand l'eau monte, on recule dans les terres. Bon, bah, c'est pas très compliqué. On a fait ça jusqu'à présent. Bon, le jour où l'eau a dépassé le sommet de l'île, bah là, ça va être un peu plus compliqué. Donc, on fait que de se concentrer de manière en Occident, c'est comme ça. L'immense majorité des gens font du tertiaire. Si demain il y a une révolution technologique, donc non plus manuelle mais intellectuelle, qui va remplacer tous ces métiers-là, j'aimerais bien savoir où on va aller chercher un quatrième secteur. Et puis en plus, il y a une histoire de vitesse. La vitesse à laquelle l'intelligence artificielle se développe n'a rien à voir avec le développement du métier à tisser. Mais oui, mais c'est ce qu'on dit à chaque fois. C'est ce qu'on dit à chaque fois. C'est ce qu'on a dit aussi sur l'arrivée de l'imprimerie. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est d'abord un débat politique. Après, c'est un débat d'imagination ou de manque d'imagination. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas capable de le dire. Donc, ça veut dire en tout cas qu'en attendant que tous les métiers soient détruits et qu'on se retrouve tous en vacances, y compris potentiellement le nôtre, hein, y compris potentiellement le nôtre. Donc, visiblement, il y a déjà des IA. Pour l'instant, je ne vois pas du tout ça venir. Moi, j'utilise ChatGPT pour écrire mes textes depuis 3 mois. Je l'utilise de plus en plus et ça me fait gagner un temps fou et ça me permet d'être beaucoup plus pertinent parce qu'encore une fois, prenez l'artiste, par exemple. L'artiste n'est pas remplacé. Que l'artiste utilise une IA, il y a des tas d'artistes qui l'utilisent ou qui ne l'utilisent pas. L'important, c'est l'intention qui est derrière. Donc, je pense que... Il y a de la crainte dans le secteur de la musique, hein, quand même. Hein. On voit des IA. Non, mais qui de la crainte parce qu'il y aura des emplois détruits, évidemment. On parle bien de destruction d'emplois. Ça, c'est pas une question. Non, mais je parle vraiment sur des capacités créatives qui sont. Enfin, on a des IA qui commencent à faire des morceaux sympas. C'est un problème. Mais oui, mais comme on a des IA qui sont capables d'écrire des textes sympathiques, de faire des analyses plus pertinentes que celles des humains, et aussi de créer des images plus importantes. Pour autant, si tu laisses l'IA faire tout seul, si elle n'a pas de public et qu'elle n'a pas de personne qui donne l'intention, ça ne sert à rien. C'est une machine qui tourne sans rien. Donc il faut arrêter. Enfin, je pense qu'il y a une question psychanalytique à se poser sur l'imagination qu'on a, c'est cet imaginaire qu'on a de l'humain qui va être remplacé. Moi, ce que je dis en attendant, entre-temps, d'abord, il y a des choses qui, d'un point de vue politique, il y a 2 questions qu'il faut se poser. La première, évidemment, c'est celle de la destruction d'emplois et de la création d'emplois. Donc, comment est-ce qu'on s'adapte? Ça, c'est clair. Et comment est-ce qu'on prépare la société à la formation de chacun, à la prise en main de ces outils? Et la deuxième question politique qu'il faut se poser, c'est on n'arrête pas de dire oui, il faut s'adapter. Tout le temps, il faut s'adapter. Et même le moratoire dit qu'il faut s'adapter. Peut-être qu'on peut aussi avoir une réflexion politique de se dire est-ce qu'on doit s'adapter ou est-ce qu'on doit aussi poser les bases de ce qu'on veut pour demain? Donc, je pense que c'est ces 2 questions-là politiques qu'il faut poser. Et puis ensuite, après, on verra bien ce que nous dira l'avenir. Pour l'instant, moi, j'étais toujours incapable de prédire l'avenir, et encore moins maintenant, parce que entre le dérèglement climatique, le dérèglement de l'intelligence artificielle et le dérèglement démocratique, je ne sais même pas ce qui va arriver dans un mois. Enfin, dans un mois, il y a un peu plus, mais c'est comme la météo. Jérôme, ta conclusion? On a compris que toi, tu avais une vision. Ma conclusion, c'est quand je vais dans un champ, je vois pas plein de métiers qui ont été créés depuis qu'on a inventé le tracteur. Je vois un mec tout seul et là où il y avait des milliers de personnes, il n'y a plus qu'une personne. Comme je dis, on se réfugie dans un certain endroit et une fois que tous les refuges seront supprimés, le mythe comme quoi on va réussir à créer des métiers plus rapidement et qu'on va pouvoir se former à des nouveaux métiers plus rapidement que l'IA arrivera à nous remplacer, moi je pense que c'est complètement faux. Le jour même où on se sera inscrit à une nouvelle formation, une semaine après, on apprendra qu'il y a un logiciel qui l'a remplacé. C'est une course qu'on est en train de perdre et en tout cas, je prédis l'avenir. Je dis que si c'est le cas, il faut qu'on y réfléchisse parce que même si je ne suis pas sûr que ça arrive, si jamais ça arrivait, il faut vraiment qu'on s'y prépare. Je reviens à ce commentaire de Laurent qui dit que Socrate disait déjà que l'écriture pouvait menacer la mémoire. Oui, vas-y, Benoît. Non, mais ça rejoint. De toute façon, ces questions-là, elles sont posées depuis très longtemps. Les scientifiques le disent aussi. Donc, mais je pense que le débat, personne n'a raison ou tort. Hein. Je pense que c'est vraiment un débat d'opinion là-dessus. Moi, je suis à Grenoble là, et je viens d'une région de montagne. En montagne, on fait du rafting notamment.
Et en rafting, qu'est-ce qu'on t'apprend au départ? Eh ben, on te dit il faut aller plus vite que le courant, sinon tu te laisses emporter. D'accord. Alors plus vite que le courant, Socrate, ça nous fait une bonne conclusion et potentiellement aussi la fin du travail. On a été assez loin dans notre échange. Merci à vous. N'hésitez pas. Alors, on est en live quasiment tous les jeudis, enfin souvent tous les jeudis. N'hésitez pas si vous souhaitez donc assister en fait à ces lives sur ce qui se passe dans l'univers des contenus, à soit me suivre sur LinkedIn, soit vous abonner à notre newsletter Story Jungle. Merci beaucoup, Benoît Raphaël. On te suit, donc CEO de Flint, on te suit sur LinkedIn. N'hésitez pas à suivre Benoît sur LinkedIn, il parle de ces sujets très régulièrement. Merci Jérôme, CEO de Spirops. Et on te suivra bientôt sur LinkedIn, puisque je crois que tu vas bientôt être beaucoup plus actif sur LinkedIn. Et donc à bientôt. Tu voulais ajouter quelque chose, Benoît? Non. Oui, parce que tant que tu sais qu'on est dans l'instant promo, hein, parce que je sors un livre qui sortira la semaine prochaine, qui est mon premier livre, qui s'appelle Information, l'indigestion, et dont l'objectif est de penser par soi-même dans le chaos de l'info. Je trouve que c'est le moment idéal pour s'y intéresser. Il sortira la semaine prochaine. Merci à vous qui nous avez suivis dans le chat. Merci pour vos commentaires, vos questions. Jérôme, tu voulais ajouter quelque chose, peut-être aussi une sortie? Non. Que moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle et que c'est une technologie qui est fantastique. J'attends ces progrès avec impatience. Je ne voulais pas donner une impression de sceptique ou de vouloir ralentir, au contraire. Mais par contre, je trouve Mais ça tu as bien. une vision politique ça s'accompagne d'une vision politique. Voilà, exactement. Ok, merci à vous, merci et à très bientôt donc dans la jungle de Story Jungle pour un prochain live sur LinkedIn. Au revoir, merci à vous. Au revoir.